Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment notre couple peut avoir une influence sur notre santé physique, mais également notre santé mentale. Nous allons prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est un couple qui a des hauts et des bas et qui traverse actuellement une phase un petit peu compliquée. Le deuxième exemple, c'est le célibat volontaire. Et le troisième exemple, lorsqu'on est dans un couple harmonieux, un couple où tout va bien, un couple où on a décidé d'être dans la bienveillance. Bien évidemment, tous les couples ont des hauts et des bas. Vous avez certainement remarqué cela également avec vos frères, vos sœurs, vos camarades, vos amis, etc. Tout n'est pas toujours tout rose. Parfois, on se laisse uniquement guider par des émotions. Une personne va nous procurer beaucoup d'émotions positives et nous allons alors avoir envie de prolonger ces émotions positives en nous mettant très très vite en ménage avec cette personne. Vous allez très probablement signer un bail commun, voire acquérir un bien immobilier commun et très vite peut-être fonder une famille. Tout autour de nous, beaucoup de choses nous procurent des émotions positives. Ça peut être regarder un coucher de soleil sur la mer, refeuilleter de vieux albums de photos, écouter sa chanson favorite à la radio, se plonger dans un bon bain moussant au jasmin. Si ces émotions positives sont apportées quotidiennement, cela devient quasiment un rituel auquel vous n'allez peut-être plus prêter autant d'attention. Si vous regardiez tous les jours votre album de photos, vous ne prendriez certainement plus autant de même plaisir que retrouver les petits détails que vous allez voir sur la photo quand il y a un petit moment que vous n'avez pas vu cette photo. Vous n'allez plus prendre autant de plaisir à écouter cette chanson parce que ça rengaine finalement sans arrêt la même chose. Ce bain au jasmin va vous laisser peut-être un jour ou l'autre de marbre, hein, voilà, vous le faites par rituel, jusqu'au jour où vous allez être dans l'agacement total. Cette odeur de jasmin va peut-être vous provoquer mal à la tête, puis finalement peut-être quelques nausées. Cette chanson va peut-être vraiment vous prendre la tête, hein. C'est pas aussi une chanson aussi sympathique que ça. Vous avez changé un petit peu d'état d'esprit, donc cette musique vous agace. Eh bien, lorsqu'on est simplement avec quelqu'un qui nous apporte des émotions positives, ça risque de très très vite changer. Vous allez être dans la neutralité. Cette personne qui vous faisait vibrer au départ vous laissera progressivement de marbre. Et puis, bien évidemment, si vous avez déjà signé un contrat, un bail ensemble, ou acheté un bien, ou si vous êtes marié ou avez des enfants, eh bien, cette neutralité risque de très vite se traduire par un rejet, un dégoût. Ah, elle me prend la tête, etc., etc. Je suis pour le mieux vaut prévenir que guérir. Vous avez certainement au début de votre relation remarqué des petites choses qui vous agaçaient chez l'autre. Ces petites choses auxquelles vous faisiez fi au début parce que vous aimiez cette personne de tout votre cœur et vous pensiez vraiment l'aimer et que c'était l'homme ou la femme de votre vie parce que vous en étiez amoureux ou amoureuse. Ça peut être il est sympa mais il fume beaucoup trop. Voilà. Elle est mignonne, mais j'aime pas toujours son humour. Son humour me dérange, ou sa façon de parler me dérange. Lorsqu'on tombe dans cet état d'esprit de neutralité où notre conjoint nous fait finalement plus du tout vibrer comme dans un premier temps, on n'est pas sur un pain mousse au jasmin ou le petit café que vous prenez tous les matins pour vous réveiller. Vous êtes face à quelqu'un qui a des sentiments et également des émotions. La personne va s'interroger par rapport à cela.
Tu ne me regardes plus comme avant. Tu ne fais même plus attention quand je change de coiffure. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Tu ne me touches plus. Vous risquez d'être dans un sentiment tout d'abord de culpabilité. Puis vous posez des questions sur votre état de santé. Monsieur va peut-être se dire qu'il commence à vieillir ou qu'il n'est pas bien, qu'il débute peut-être une dépression. C'est ce qui provoque chez lui peut-être une baisse de libido. Madame va se poser des questions également sur sa sexualité. Est-ce que finalement elle ne souffre pas de vaginisme ou de sécheresse vaginale? On a tendance à mettre tout de suite en cause un problème voilà, médical. Donc, on va aussi, peut-être madame va se poser quelques questions quant à sa taille. Donc elle voudra très très vite perdre du poids pour retrouver l'amour dans les yeux de son mari. Donc elle risque de faire un régime très draconien, puis tomber dans des troubles alimentaires. Ça va créer bien évidemment des tensions. Vous allez vous croire malade parce que vous avez très souvent mal à la tête. Mais qui a envie d'entendre crier à longueur de journée, surtout le soir lorsque vous rentrez du travail? Qui a envie d'entendre des reproches, des cris, etc., etc.? Personne. Donc, pour aller contre ce mal de tête, vous allez très probablement prendre un médicament, du paracétamol par exemple, qui va masquer votre mal de tête, mais pas en soigner la cause, d'accord? Vous risquez donc effectivement de prendre à tort et à travers une automédication qui n'a rien à voir avec le problème du départ. Peut-être que vous lirez que telle plante, telle racine, etc. peut stimuler votre libido. Elle n'aura peut-être pas d'impact sur votre libido, mais jouera peut-être un rôle néfaste sur votre rythme cardiaque et sur votre circulation sanguine. Donc faites très très attention. Parfois, pour vous échapper de ce couple très électrique, vous allez peut-être vous adonner à un sport extérieur. Vous avez remarqué que faire du vélo pendant 2 heures ou courir pendant 3 heures dans les bois vous permet d'évacuer. Ça vous permet également de ne pas être face à la réalité des choses, un conjoint qui ne vous correspond plus, un couple dans lequel vous n'êtes plus bien. Vous allez développer une espèce de fatigue physique à cause de ce sport très intense. Cette fatigue physique va se répercuter également sur votre morale parce que vous dormirez beaucoup moins bien. Lorsqu'on a mal aux os, lorsqu'on a mal aux articulations ou même aux muscles, on trouve difficilement une place dans le lit, donc on ne dort pas d'un bon sommeil. L'autre va vous reprocher de bouger sans arrêt, etc., etc., et ça va encore créer d'autres tensions. Peut-être que votre échappatoire, ce sera une addiction au travail, par exemple. Donc vous allez vous enfermer dans votre bureau pour ne pas rentrer le soir chez vous. Ou même encore, vous allez ramener tous vos dossiers à la maison et vous enfermer dans une pièce pour être totalement au calme. Vous allez peut-être avoir une surconsommation d'alcool, de tabac, de boissons énergisantes, de soda. Vous n'allez plus bien. Donc vous essayez de trouver des choses qui vont vous permettre d'aller mieux. Cette surconsommation va progressivement affaiblir votre foie et va jouer un rôle néfaste sur votre système immunitaire. Mais également une grande consommation de sucre, qui sont des aliments qui sont souvent doudous, la plaque de chocolat, etc., va très probablement vous occasionner une prise de poids, mais également diverses douleurs, une digestion beaucoup plus lente et peut-être à la longue des problèmes cardiovasculaires. Une surcharge pondérale avec peut-être une augmentation de cholestérol et de triglycérides. Bref, vous n'êtes pas bien. Avant de penser à la rupture, je vous invite à faire le point avec votre partenaire. Non, vous n'êtes pas malade.
Vous êtes tout simplement en train de vous rendre malade, justement, dans une relation qui n'est plus ce qui ne vous convient plus. Vous allez peut-être sentir que vous êtes oppressé parce que vous êtes très stressé face à cette situation qui ne vous correspond pas. Vous avez l'impression d'être comme dans un carcan, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir respirer parce que l'autre vous demande sans arrêt des comptes. Voilà. Je vous invite peut-être à faire quelque chose de simple ensemble, par exemple de la méditation, du yoga, faire quelque chose qui va essayer de vous réunir dans quelque chose de positif. Encore faut-il que les deux le veuillent. C'est pareil pour une thérapie de couple, par exemple. Encore faut-il que les deux le veuillent. Alors peut-être qu'un jour, vous allez décider le célibat total. Vous avez vécu plusieurs relations sentimentales qui étaient extrêmement décevantes, voire dévastatrices, et vous vous dites qu'être seul, c'est quand même mieux que d'être mal accompagné. Au début, vous allez retirer virtuellement, bien évidemment, ces chaînes qui vous étouffaient. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, libéré d'un poids, et vous allez certainement vous dire que c'est pas si mal que ça d'être seul. Mais nous ne sommes pas faits pour la solitude. Et au bout du compte, ce célibat volontaire dans lequel vous vous mettez risque de vous perturber également au point de vue physique et au point de vue intellectuel. Pourquoi ? Lorsqu'on est seul, on a moins faim. On mange pour se remplir le ventre ou alors on saute quelques repas. On est moins cadré sur des horaires parce que quand on est deux, quand l'un mange à midi, forcément l'autre mange à midi aussi. Voilà. Les personnes qui sont veuves, par exemple, vous le diront, elles ont quand même beaucoup moins envie de se concocter des plats qu'avant lorsqu'elles faisaient à manger pour leur mari ou pour leur femme. Donc, il va y avoir une baisse d'appétit. Cette baisse d'appétit va devenir une habitude. Donc, on va commencer à sauter un repas, puis un deuxième, ou bien alors on aura besoin de s'entourer de personnes pour manger. Donc, on va aller manger dans les fast-foods ou bien dans les restaurants qui ne sont pas bons du tout au niveau nutritionnel. Surtout les fast-foods, les kebabs, etc., les pizzerias. Pour tromper un petit peu cette solitude, vous aurez peut-être envie d'avaler un plat vite fait le soir, sous la couette sur votre canapé, devant la télé qui va combler ce vide auditif que vous avez. Donc vous allez manger par mécanisme sans vous en rendre compte. Donc le temps que votre cerveau enregistre que vous avez mangé, vous n'aurez pas la sensation de satiété. Donc vous risquez effectivement le soir de vous suralimenter d'une alimentation qui va être trop riche, trop grasse et au final beaucoup stockée. Et au final également avoir une lourdeur digestive qui va vous empêcher de dormir correctement. Lorsqu'on est en couple, on rentre du travail, on raconte les anecdotes de la journée, ce qui vous a plu, ce qui vous a fait rire, ce qui vous a agacé, ce qui vous a franchement fait sortir de vos gonds. Vous n'avez personne avec qui parler. Alors vous avez bien quelques potes que vous appelez de temps en temps, que vous voyez de temps en temps. Mais ils ne sont pas là tous les jours pour vous écouter. Ils n'en ont pas le temps, ils n'en ont peut-être pas envie. Vous allez peut-être me dire que vous voyez un psy une fois toutes les 3 semaines. Mais entre l'événement qui s'est passé, qui vous a provoqué peut-être une réaction vive du chagrin ou de la colère, etc., et le moment où vous allez narrer à votre psy, il va se passer plusieurs jours. Donc pendant ces jours-là, vous allez renfermer tout ça. Vous allez peut-être commencer à râler tout seul dans votre coin. Vous allez peut-être commencer également à parler seul ou à rigoler tout seul. Ce qui est franchement pas très bon. Voilà. Vous allez peut-être me dire « Ah, mais j'ai des activités à l'extérieur, tout va bien. » Mais nous ne sommes pas à l'abri, encore une fois, d'un confinement ou de restrictions très fermes. Voilà.
Au niveau de la sexualité, au départ, bien évidemment, ça risque de vous manquer. Mais vous allez finalement vous y habituer. Donc, ne plus avoir de rapport sexuel risque effectivement d'engendrer une baisse totale de la libido et voire un dégoût pour le sexe. Ou bien vous allez continuer à avoir des plans d'un soir par-ci par-là, ce qui, avouons-le, n'a rien, mais rien à voir, et vous serez d'accord, je suppose, avec moi, messieurs, entre l'amour qu'on peut donner à un partenaire et ce genre de partenaire. Voilà. C'est bien sur le moment, vous êtes déchargé de vos pulsions sexuelles, tout va bien, mais après, c'est pas épanouissant. Avouez-le. Alors j'en reviens toujours à vous dire qu'au départ, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez que il vous procure que des émotions positives, mais rien d'autre. Je vous invite à n'en faire qu'un copain ou une copine, un ami ou une amie avec qui on va rigoler, on va passer du bon temps de temps en temps. Mais ne pas vouloir fonder quelque chose réellement avec cette personne parce que c'est voué à l'échec. Tôt ou tard, vous ne ferez plus attention à cette personne qui finira par énormément vous agacer. Oui, le célibat, le temps de trouver quelqu'un, c'est très bien, mais n'en faites pas un art de vivre à vous dire finalement maintenant c'est fini, je veux plus personne. Parce que finalement je fais ce que je veux quand je veux, je m'habille comme je veux, je regarde ce que je veux à la télé, je respire, enfin je vis. Mais un jour sur votre route, et je vous invite à ouvrir les yeux, vous allez rencontrer une personne à laquelle vous ne pensiez absolument pas. C'est peut-être quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec vos partenaires précédents ou précédentes. Vous aurez l'impression peut-être d'avoir déjà vu cette personne à quelque part, de lui avoir peut-être déjà parlé. Entre vous, il va y avoir une espèce d'osmose, une alchimie, un truc indescriptible. L'un peut commencer une phrase, l'autre peut la terminer. Vous vous sentez bien avec cette personne, mais vous ne vous sentez pas mal quand elle n'est pas là. Vous n'êtes pas dans la demande sans cesse de vous voir, de vous toucher ou d'avoir des rapports sexuels, pardon. Excusez-moi. Vous êtes tout simplement bien avec cette personne et vous avez remarqué qu'il y a quelques petits traits de caractère ou quelques traits physiques communs. Vous avez peut-être la même forme de nez, les mêmes formes de dents, les yeux, etc. C'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle. Et vous allez avoir envie de fonder quelque chose ensemble. Avant toute chose, non pas fonder une famille ou autre, fonder un couple. Un couple que vous allez voir comme une entité. Ce ne sera pas elle, lui, mais nous. Et ce nous, c'est déjà la première fondation de ce que vous allez faire. C'est votre couple. On ne construit pas des routes, des ponts, une maison en une semaine ou bien en quelques jours. Ça se pose petit à petit. Puis après, ça s'entretient. On entretient les routes, on entretient les ponts pour ne pas qu'ils s'effondrent. On fait de la peinture, on refistole, etc. Voilà. Eh bien, votre couple, c'est pareil. Vous n'allez pas le fonder en quelques jours, mais en plusieurs années. Et puis, vous allez bichonner ce couple. Vous allez être bien avec cette personne qui va vous soutenir. Vous allez vous sentir compris, vous allez vous sentir aimé. Donc, ça aura une répercussion sur votre morale. C'est bon de se sentir aimé, c'est bon de se sentir compris, soutenu dans ses actions. Quand la personne pense que vous ne faites pas bonne route dans un choix professionnel ou autre, elle va vous guider, sans vous reprocher. Tous les couples traversent des moments difficiles, même les couples harmonieux. Mais il n'y a pas de dispute, il y a juste des mises au point. On est tout le temps dans la bienveillance. Si on insulte l'autre, c'est comme si on s'insultait soi-même. Parce que quand on insulte quelqu'un, il faut s'attendre à ce que la personne vous insulte en retour. Donc si vous attendez à une insulte en retour, vous êtes en train de vous auto-insulter en quelque sorte.
n'est-ce pas? Donc c'est très important de ne pas insulter cette entité qui est votre couple, que vous êtes en train de fonder, qui est un petit peu de vous, un petit peu de lui ou un petit peu d'elle. Avant toute chose, avant de mettre en route des enfants. Vous n'allez plus sombrer dans le besoin de médicaments. Vous n'êtes plus malade, hein, donc vous aurez peut-être des maux de tête de temps en temps, mais ce ne sera pas tous les jours comme vous aviez à l'époque où vous étiez dans un couple délétère. Donc vous laisserez tomber tous les médicaments que vous preniez à côté. Si il y a une petite baisse de libido, ce qui peut très bien arriver, vous savez que vous pouvez compter toujours sur votre partenaire qui vous enveloppera de chaleur, de douceur. Ce couple harmonieux, je le dis toujours, c'est comme une espèce de grosse bulle, où l'on se sent un petit peu comme dans notre vie intra-utérine. On ressent les émotions de l'autre, comme on ressentait les émotions de sa mère, mais on est capable de vivre également en dehors de ces émotions. Votre mère, lorsqu'elle était dans une émotion forte, vraisemblablement, elle caressait son ventre parce que vous étiez la raison pour laquelle elle s'accrochait à cette vie un peu difficile que nous traversons tous. Eh bien là, c'est pareil. Lorsque vous traverserez une période difficile, l'autre va vous envelopper de sa tendresse, par des caresses, par un enveloppement ou tout simplement par sa chaleur. Lorsqu'on est dans un célibat volontaire, on a tendance à combler ce manque de chaleur par effectivement une augmentation du chauffage. Voilà. Quand on est dans un couple délétère, comme dans un célibat volontaire, eh bien, vous allez voir qu'on a tendance à faire plus d'achats compulsifs, etc., etc. Quand vous êtes dans un couple bienveillant, vous allez voir que votre note, toutes vos notes vont baisser. La facture d'électricité, parce que la télé ne va plus marcher pour être un fond sonore ou pour ne pas entendre ce que dit l'autre, mais vous n'en aurez peut-être même plus besoin. Ou tout simplement pour regarder un bon film, tous les deux blottis de temps en temps sur le canapé, mais pas plus. Vous n'allez plus avoir envie de manger n'importe quoi, donc vous allez manger des choses de qualité. Et croyez-moi que même quand on achète en hard discount, plein de trucs en hard discount, ça coûte plus cher que d'acheter une bonne chose qu'on va mitonner avec vraiment énormément de plaisir pour l'autre. Voilà. Non, quand on est dans un couple harmonieux, on n'a pas forcément des comptes à rendre à l'autre. Donc, ce que vous mettiez sur le compte du célibat, je fais ce que je fais. Quand on est dans un couple harmonieux, l'autre peut très bien comprendre que samedi matin, vous avez envie de faire la grasse matinée parce que vous avez une semaine difficile. Et s'il vous amène en course à midi plutôt qu'à 10h, bah c'est pas grave. Voilà. Vous respectez le rythme de l'autre, son sommeil, ses besoins, et vous savez que ça va jouer un rôle sur votre couple. Parce que quand on manque de sommeil, on n'est pas bien, on est grognon, etc., etc. Tout ce dont vous aviez besoin avant pour vous raccrocher, que vous soyez dans un célibat profond ou quand vous étiez dans un couple délétère, l'augmentation de prise de caféine, l'augmentation de tabac, l'augmentation d'alcool ou de boissons énergisantes, tout cela, vous n'en aurez plus autant besoin, voire plus besoin du tout. Donc, sur la note, je peux vous dire que ça va vraiment baisser. Hein, prenez une bonne bouteille de vin que vous mangez en tête à tête avec votre chéri, c'est quand même pas le même prix qu'une bouteille de whisky pour noyer votre chagrin. C'est pas le même prix, hein. Voir un pack d'eau, c'est encore plus... Voilà. Vous aurez moins envie de vous échapper. Donc, même si vous faites du sport, vous n'allez pas faire du sport à outrance. Donc, c'est un sport qui va vous être bénéfique et non pas vous créer des blessures physiques. Voilà. Dans la relation aux autres, ça va être très différent aussi. Lorsqu'on est dans un couple
qui est délétère, vous avez tendance à ne plus avoir de patience. Donc vous allez être râleur, etc., etc. Tout d'abord, vous allez être moins invité à l'extérieur parce que qui a envie de recevoir un couple qui vient de s'engueuler et qui continue à s'engueuler dans votre salon? Personne. Voilà. Donc ça va jouer aussi un rôle néfaste sur votre vie sociale. Quand on est dans le célibat complet, c'est quand même plus difficile quand on se retrouve qu'avec des amis qui ont des enfants de trouver des conversations. Vous ne pouvez pas parler de la même chose. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Surtout quand tous vos amis aujourd'hui sont mariés. Voilà. Lorsque l'on est dans un couple harmonieux, vous allez être beaucoup plus à l'écoute des autres, beaucoup plus centré sur les autres, et donc faire de vous quelqu'un de super agréable. Voilà. Ça va se sentir, tout simplement. Vous n'allez pas vous prendre la tête à vous poser la question s'il va vous aimer, s'il va vous quitter, s'il est en train de vous tromper. C'est une évidence qu'on ne va pas démolir volontairement quelque chose que l'on est en train de fonder. Imaginez que vous êtes en train de monter les murs de votre maison, vous n'allez pas la dégrader volontairement. Donc lorsqu'on est dans un couple harmonieux, on n'a pas de tentation extérieure. En revanche, sur le premier couple, on peut avoir des tentations extérieures pour se dire, est-ce que je vais continuer à plaire à d'autres hommes puisque lui me repousse ? On peut avoir aussi un très grand manque de confiance en soi quand on se sent rejeté, repoussé, mal compris, etc. Bien évidemment, on va commencer à manquer de confiance. Monsieur va peut-être tester son pouvoir érectile avec d'autres femmes, donc c'est pas bon du tout. Voilà. J'aime à regarder, à observer les couples quand je suis dans les transports en commun. Je vois tout de suite si ce sont des couples qui restent ensemble parce qu'il faut rester ensemble. Et donc vous voyez qu'ils sont très fermés, là, ils attendent une chose. C'est bientôt qu'on y va là. Commence à te lever, c'est la station suivante. Et le couple harmonieux. Le couple harmonieux, on se pose des questions. Mais ils sont frères, ils sont sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Ils ont un petit truc de familial, de familier. Et puis ils parlent avec beaucoup d'aisance ou bien ils se tiennent avec de la chaleur. On voit que ces couples qui sont mignons émanent énormément de douceur, énormément de chaleur et c'est très agréable. Il n'y a rien de plus désagréable que d'être dans le wagon d'un couple qui s'enguirlande. On n'a qu'une seule envie, c'est de descendre à la prochaine station et prendre un autre wagon ou carrément un autre train. Voilà. Et d'ailleurs, cette ambiance électrique peut engendrer d'autres électricités. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous êtes dans un couple qui ne va pas, ou vous venez de vous engueuler, vous vous engueulez avec quelqu'un d'autre, un voisin ou peu importe. Voilà. Alors que quand vous êtes bien, tout ça, ça n'arrive pas. Voilà. En gros, vous allez avoir, quand vous êtes dans un couple harmonieux, un changement au niveau donc de votre quotidien, dans votre vie sociétale. Vous allez avoir un changement dans votre façon de consommer. Tout cela aura une répercussion sur votre mental et votre morale parce que quand on voit qu'on a beaucoup consommé et que les prix flambent, vous allez être un peu inquiet par rapport à l'argent. Et quand on est inquiet pour l'argent, on a des douleurs, on n'est pas bien, etc. etc. Voilà. Donc, toutes les petites maladies psychosomatiques que vous aviez peut-être déclenchées à cause de ce couple qui n'était pas fait pour vous, cette situation qui vous pesait, eh bien, vous allez voir que vous n'allez plus les avoir, ou beaucoup, beaucoup moins. Quand on s'aime et quand on se sent soutenu, on peut décrocher la lune, on peut soulever des montagnes. C'est un peu virtuel. Bien sûr, si vous êtes cloué au lit avec 42 fièvres et votre chéri vous invite à monter au dernier étage de la Tour Eiffel, vous n'allez peut-être pas dire oui. D'accord. Voilà. Mais ça vous pousse à aller au-delà de vos limites. D'accord. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui vous agace, c'est pas la peine de dire on tente. Je l'aime bien mais il fume trop.
Puis après, au bout de 6 mois, vous allez lui reprocher. Oh, qu'est-ce que ça pue ici? Mais tu peux pas arrêter de fumer. Bon, écoute, c'est moi ou c'est la cigarette? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, bah ok, ciao. Bah, ne vous mettez pas ensemble si c'est pour faire du chantage, du dilemme comme ça, etc., etc. Ne vous mettez pas ensemble, c'est tout. Voilà. Gardez cette personne comme étant un bon copain, une bonne amie. Oui, l'amitié homme-femme, ça peut exister. Et quand on est dans un couple harmonieux, bah même si votre conjoint a une très bonne amie, vous allez l'accepter. Et pas vous mettre martel en tête à vous dire ici c'était plus qu'une amie, ici c'est une évidence qu'on ne veut pas casser quelque chose de beau. Voilà. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour et en amitié, de faire bien attention à votre couple, parce que quand on fait attention à son couple, on fait attention à soi et on fait attention également à l'autre. Quand vous aurez fondé un très beau couple, vous pourrez également fonder une très belle famille, harmonieuse et douce, à l'image de votre couple. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. À très bientôt.